Bonjour, je suis Andy Hans, responsable de la performance chez Perfex, et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que sont les sports d'honneur et en quoi ils sont importants. La spécificité, c'est un principe général de l'entraînement sportif, un principe qui dicte les adaptations générées par le processus d'entraînement. C'est le principe qui lie l'entraînement au sport lui-même. Dans ce contexte, on peut se demander quelle serait la valeur d'une pratique non spécifique. Autrement dit, est-ce qu'une activité d'entraînement différente de votre sport cible pourra conduire à un transfert de compétences dans votre sport? Ou encore, est-ce qu'il y a un intérêt dans l'utilisation d'une tâche d'entraînement très différente de votre sport principal? Prenons un exemple qui sera le fil rouge de cet épisode. L'activité basketball consiste en l'opposition de deux équipes, composées chacune de 5 joueurs dont l'intention est de marquer plus que l'équipe adverse pour remporter le match. Afin de réaliser cette intention, les joueurs, dans le cadre du règlement du jeu, s'opposent et coopèrent pour marquer des paniers et ne pas en encaisser. Une activité d'entraînement équivalente consisterait donc en l'opposition de deux équipes dans les mêmes conditions que celles du match. Si on prend l'exemple de l'activité d'entraînement neuroball, il n'y a pas de collaboration ni d'opposition entre joueurs, elle est donc assez éloignée de l'activité sportive cible. L'entraînement initial avec la neuroball nécessite d'attraper une balle rebondissante à picot sous contrainte de temps avec une main dont la position varie entre pronation et supination tout en manipulant un ballon de basketball. Les contraintes de tâche sur la neuroball et le ballon de basketball sont modifiées constamment. Qu'est-ce que cela développe? Eh bien, cela développe la coordination œil-main, la concentration visuelle et la fixation d'une cible dans l'espace, le choix du point d'impact entre la neuroball et la main, le feedback sensoriel qui est opéré par les picots sur la balle pour préciser le point d'impact. Il s'agit d'une activité non spécifique, mais est-ce qu'elle vous aide pour le basketball? C'est la question. Eh bien, faisons une analyse basique des tâches. Pour la neuroball, eh bien, elle implique, la neuroball, de suivre visuellement une balle, d'utiliser ses yeux pour la poursuite avec ce qu'on appelle une qualité d'œil tranquille. Les informations visuelles que vous prenez lorsque vous regardez la neuroball sont binoculaires, c'est-à-dire que ce sont les deux yeux qui captent l'information afin que la fermeture de la main autour de la balle puisse être déclenchée avec précision. Est-ce que pour le basketball, eh bien, il y a visuellement des cibles à suivre avec une certaine concentration visuelle? Oui. Est-ce que ce sport implique d'estimer l'espace et le temps pour déclencher des actions grâce à la vision binoculaire? Effectivement, oui. Cependant, les preuves issues de la recherche indiquent que seules les tâches très similaires conduisent à un transfert positif de l'entraînement au match. Est-ce que cette tâche, la neuroball, c'est suffisamment similaire avec le jeu? Nous devons, pour répondre à cette question, essayer de comprendre ce qu'on entend par tâche similaire. Voici une étude de 2005 qui a testé la compétence de tir au basketball. On a demandé à des joueurs de basket expérimentés de réaliser des tirs de plein pied, c'est-à-dire sans sauter, à différentes distances. Une relation linéaire presque parfaite entre la réussite et la distance a été enregistrée. Cette relation est la suivante, la réussite diminue progressivement au fur et à mesure que le joueur s'éloigne du panier. Cette relation est si nette qu'il est très facile de prédire le pourcentage qu'un tireur fera d'une distance à partir d'une autre. Cependant, la zone de la ligne des lancers francs constitue une anomalie dans la relation linéaire. On ne peut pas en effet prédire la réussite au lancer franc par rapport aux autres zones. C'est une zone du terrain avec une compétence de tir spécifique. Le même résultat est obtenu lorsque les lignes du terrain sont masquées par exemple. Par contre, si on demande aux joueurs de ne plus tirer de plein pied mais de tirer en saut, de tirer en suspension, la relation linéaire entre la réussite au tir et la distance de tir disparaît. Ces résultats nous montrent que l'entraînement dirige la spécificité, puisque l'entraînement de répétition des joueurs au lancer franc induit des résultats particuliers dans la zone des lancers francs. Autrement dit, il existe quelque chose dans la compétence de tir de plein pied qui dépasse le cadre de compétence générale pour être une compétence spécifique de tir localisé sur le terrain, et ce, par l'entraînement. On ne retrouve pas cette compétence spéciale avec le tir en saut parce qu'il n'y a pas d'entraînement spécifique au tir en saut sur la ligne des lancers francs ou sur une autre zone par exemple. Avec les tirs en saut, aucune zone du terrain ne bénéficie d'une pratique spécifique comme celle du lancer franc. Cette étude démontre bien les effets de la spécialisation engendrée par les pratiques d'entraînement et confirme l'importance de l'entraînement spécifique.
Elle pourrait nous suggérer de ne pas accorder de valeur aux compétences générales puisqu'elle confirme que la zone du terrain sur laquelle les résultats au tir sont meilleurs que ceux de la relation linéaire réussite par distance est la zone la plus pratiquée, celle du lancer franc. Dès lors, le concept d'habileté motrice généralisée, comme la coordination, la vitesse, l'équilibre ou l'agilité, perd tout son sens pour l'optimisation de la performance. C'est d'ailleurs ce que nous confirme l'étude suivante. Cette étude de 2008 se demande si on peut prédire les résultats des joueurs en NFL à partir des résultats au combine, les tests qui sont réalisés avant la draft. On devrait, par exemple, trouver normalement une relation entre un receveur qui a de très bons résultats au sprint et des performances en NFL parce que, évidemment, la vitesse compte pour ce receveur. Mais si nous regardons les résultats de l'étude en question, nous observons qu'il existe seulement 4 corrélations sur 80 possibles entre les scores du combine et les performances de terrain. Autrement dit, il n'y a pas de relation statistique cohérente entre les tests du combine et les performances des footballeurs professionnels. Cette étude devrait encourager ceux qui sont en charge de détecter des joueurs à créer de nouveaux outils de détection. Pourquoi les capacités générales comme la vitesse ne permettent pas de prédire les performances des joueurs en NFL ? Eh bien c'est très simple, parce que ce qui compte en NFL, ce n'est plus simplement les capacités générales comme la vitesse par exemple, ce sont les compétences spécifiques au sport comme être capable de suivre une trajectoire ou de lire la défense par exemple. Vous avez encore un doute sur le fait que les compétences doivent être spécifiques au sport ? Eh bien voici un exemple très intéressant qui date de 2004. Lors d'un match d'exhibition, l'un des meilleurs batteurs de la Ligue majeure de baseball nord-américaine, Albert Pujols, a affronté une lanceuse universitaire de softball de l'Université d'Arizona, Jenny Finch. Le baseball et le softball se jouent tous les deux avec des battes, avec des balles et avec des gants. Ils sont assez similaires bien que le matériel et les règles du jeu diffèrent. Ils nécessitent cependant tous les deux les mêmes compétences générales. Donc après de nombreuses années de baseball, on imagine que Pujols, pour ce match d'exhibition, aurait dû taper la balle lancée par Finch sans difficulté. Eh bien, il n'a pas réussi à frapper les balles de la lanceuse de softball. Des années de préparation à pratiquer un sport légèrement différent ne lui ont pas permis d'avoir un meilleur résultat ce jour-là que vous et moi. Comment peut-on expliquer cela ? Eh bien, la balle est plus molle, elle est lancée d'une distance plus réduite, la cinématique et la trajectoire du lancer sont différentes. En d'autres termes, il y a une différence dans les informations perceptives entre le softball et le baseball. Le batteur doit donc agir différemment dans ces deux sports. Avec les 3 exemples que nous venons de voir, celui des tirs au basket, celui de la zone de compétence spéciale au lancer franc, celui de la différence entre les résultats du combine NFL et des matchs, et enfin celui du match d'exhibition entre une joueuse universitaire de softball et un des meilleurs batteurs de baseball, nous prenons toute la mesure de la notion de spécificité. Tout ce que nous savons sur le transfert d'entraînement souligne l'importance de la spécificité et indique que les tâches avec un faible degré de chevauchement de leurs exigences perceptives ou motrices sont très peu susceptibles d'avoir une quelconque influence l'une sur l'autre. Ce besoin de spécificité signifie-t-il pour autant que nous ne devrions jamais faire autre chose que notre sport principal ? Et dans ce cas, comme à Neuroball et comme de nombreux accessoires d'entraînement, les échelles de rythme, les plots ou les coussins d'équilibre, complètement inutiles. Heureusement, non. Car il y a certains avantages à diversifier ces pratiques d'entraînement. D'abord, diversifier les pratiques d'entraînement réduit de façon prouvée les risques de blessure, réduit de façon prouvée les risques d'épuisement physique ou mental et suggère d'autres avantages qui vont dépendre du degré de chevauchement entre les pratiques, comme nous venons de le dire. Malheureusement, vous baladez sur Internet en choisissant des exercices qui utilisent le même ballon que votre activité sportive ne vous aidera pas nécessairement dans votre sport. Le chevauchement doit dépasser le niveau superficiel, comme nous venons de le voir avec l'exemple du softball et du baseball. La neuroball devient alors un exemple très utile pour comprendre la notion de chevauchement et pour parvenir à un raisonnement clair afin de savoir choisir les activités qui aideront la performance dans un sport donné. Comme nous l'avions vu au début de cet épisode, la fixation visuelle de la neuroball en déplacement, le suivi, les saccades entre la balle de basket et la neuroball, la vision binoculaire pour gérer les lancers attrapés sont autant de chevauchements avec l'activité basket. Plus largement, il est préconisé pour les plus jeunes de s'appuyer sur une gamme variée d'activités sportives. C'est indispensable pour la santé physique, la santé mentale et ensuite la spécialisation dans un sport donné, le cas échéant.
pour les jeunes en formation. La transition entre la diversification et la spécialisation doit être progressive et chercher à former d'abord des athlètes polyvalents. C'est pour cette raison que spécialiser un jeune joueur en formation sur un poste de jeu n'a pas beaucoup de sens à ce stade. C'est seulement plus tard, pour les jeunes adultes, après une diversification d'activités puis l'acquisition de la polyvalence dans une activité donnée, que l'on pourra commencer à parler de spécialisation dans l'activité et sur un poste de jeu. L'enjeu a toujours été et sera toujours de rendre l'athlète le plus adaptable possible, car les études démontrent toutes que c'est par une variété de moyens que le joueur assure une régularité de résultats et de performance. Cette variété de moyens, elle va des synergies du mouvement, de tir par exemple, jusqu'au choix technico-tactique des joueurs et couvre tout le spectre des compétences des joueurs. Cette variété de moyens, elle s'acquiert particulièrement par la pratique de sports d'honneur. On dit qu'un sport est d'honneur dès lors qu'il partage certaines des fonctions du mouvement athlétique, des moyens nécessaires à la performance dans le sport principal de l'athlète et des paysages d'affordances. Les affordances, eh bien, ce sont les informations qui incitent l'action et qui doivent être les mêmes ou très similaires entre le sport cible et le sport d'honneur. Ainsi, par exemple, le futsal est un sport d'honneur très intéressant pour le football, le 3-3 est un sport d'honneur très intéressant pour le 5-5 au basketball. Mais la connexion peut être aussi moins évidente. Par exemple, le parcours est un excellent sport d'honneur pour le football américain. Le parcours, c'est un sport qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B en utilisant une variété d'actions comme des sauts verticaux, des sauts en longueur, des sauts latéraux, des sauts périlleux, des courses, des roulades, dans un environnement complexe et non structuré. Le parcours propose des affordances qui sont proches de celles du football américain. Des pas de côté, des étirements, des sauts par-dessus. Au parcours, les informations perceptives, le temps de contact visuel avec les obstacles et la taille des espaces entre les obstacles sont utilisés pour guider l'action. De plus, c'est un sport exploratoire. L'athlète ne suit pas d'instructions pour effectuer des mouvements contraints par l'entraîneur dans une forme spécifique. Les athlètes peuvent donc y développer leur propre dynamique intrinsèque, leur auto-organisation dans un environnement et le saint graal de tous les entraîneurs, ils peuvent apprendre à coupler la perception et l'action. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est comment faire la transition entre les compétences générales et les compétences spécifiques, notamment en termes de spécificité des informations. Si on prend l'exemple des obstacles du parcours, on peut constater qu'ils sont immobiles, inanimés, et qu'ils ont un peu les mêmes propriétés que les plots. Et vous savez maintenant ce que je pense des plots. Les informations utilisées pour l'évitement, c'est-à-dire pourquoi vous allez à gauche ou pourquoi vous allez à droite, pourquoi vous choisissez un espace particulier plutôt qu'un autre, eh bien, ces informations seront différentes entre le parcours et les autres sports comme le basketball par exemple. Au basketball, les espaces vont s'ouvrir et se fermer en fonction des mouvements des adversaires et c'est la cinématique du corps de l'adversaire qui va fournir des informations importantes pour permettre à un joueur de guider ses propres mouvements. Je pense donc qu'il est important de rester vigilant sur la meilleure façon de faire la transition entre les compétences développées dans les sports d'honneur et celles spécifiques aux sports cibles. C'est pour cette raison, par exemple, que la neuroball s'utilise souvent dans un contexte de manipulation d'une balle de basketball. Nous n'avons pas encore, en décembre 2022, toutes les réponses, et bien que la spécificité soit clairement établie, les bienfaits des pratiques générales et des sports d'honneur sont eux aussi évidents. Tout est une question de chevauchement. Voilà, j'ai essayé de vous apporter quelques éléments sur les indispensables sports d'honneur dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre page et à laisser un pouce bleu, ce n'est que le début.